Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Monsieur Le Gallou et nous passerons au vif du sujet. Alors, Jean-Yves Le Gallou, vous êtes haut fonctionnaire, inspecteur général de l'administration. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et vous avez commencé votre carrière politique à l'UDF. On l'a peut-être oublié, mais c'était l'UDF de... L'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, oui. Donc au centre. Et puis vous avez été adjoint à la culture de Patrick Devedjian, qui était maire d'Antony à l'époque. Et alors vous avez adhéré au Front National en 1985. Et alors là, patatras, Devedjian vous vire parce que apparemment ça lui a pas plu. Ah, il m'a même dit que je serais carbonisé, mais enfin vous voyez, 30 ans plus tard, je suis toujours là, ou 25 ans plus tard, je suis toujours là. Alors vous avez été président du groupe Front National au Conseil régional d'Île-de-France de 1986 à 1999, donc 13 ans, et député européen entre 1994 et 1999. Vous avez participé à la scission avec Bruno Maigret, c'était en 1999, et vous avez quitté toute responsabilité de ce parti, de ce mouvement, en 2004. Et alors un an auparavant, en 2003, vous avez créé la fondation Polémia, donc qui produit de l'information, de la réinformation même, comme vous le dites, mais qui est aussi l'organisateur récent des Bobards d'Or, la cérémonie des Bobards d'Or, dont nous allons parler. Alors vous avez écrit de nombreux ouvrages, et on ne citera que le plus récent, qui est un dictionnaire de la réinformation. C'est ça le titre exact ? C'est ça, dictionnaire de la réinformation, qui est un petit peu la réponse au dictionnaire de la novlangue que nous avions publié à Polémia un an avant. Pourquoi ? Parce que nous estimons que les mots sont des armes, que l'idéologie dominante utilise la novlangue, c'est-à-dire un langage orwellien, qui permet de travestir la réalité, parce que chez Orwell, la vérité c'est le mensonge, et la novlangue est un moyen de travestir la réalité. Par exemple, quelqu'un qui critiquera l'islamisation sera qualifié, ce qui est évidemment très mal, d'islamophobe. Eh bien, c'est de la novlangue. Ou d'extrême droite. Ou d'extrême droite, c'est aussi de la novlangue. Alors, nous avons fait ce dictionnaire qui analyse la novlangue, et je dirais qu'en contrepoint, nous avons fait un dictionnaire de la réinformation qui met en avant un vocabulaire qui lui permet de mieux décrypter, de mieux comprendre la réalité. Voilà. Et donc, par exemple, on utilise vis-à-vis de toute la campagne qu'il peut y avoir, par exemple en faveur du mariage homosexuel ou de la mise en cause des valeurs familiales, on utilise le terme d'idéologie du genre ou d'homophobie, en réaction, en réponse à cette novlangue qui veut nous faire prendre pour des choses tout à fait classiques, ce qui est en fait à l'inverse des traditions et tout simplement du sens des mots. Alors, petite incidente, vous avez employé l'expression d'idéologie dominante. Est-ce que ça, c'est pas aussi de la novlangue ? Parce que finalement, tout le monde, en tout cas, que ce soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, tout ce qu'on appelle comme ça, les gens qui sont hors système, parlent de l'idéologie dominante. Oui, alors, vous savez, les mots ont une histoire, les mots ont une vie. C'est le Club de l'Horloge qui, en 1978 ou 1979, donc il y a maintenant 30 ans, a défini la nouvelle idéologie dominante telle qu'elle est née dans ces années-là, avec des gens qui s'appelaient nouveaux philosophes, comme Bernard-Henri Lévy par exemple, et qui s'est progressivement imposée, c'est-à-dire une idéologie à base de société marchande, d'individualisme et de droit de l'hommisme, qui est née dans ces années-là, dans les années 70, et qui s'est imposée aujourd'hui comme idéologie dominante. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous pouvons presque parler non plus d'idéologie dominante, mais d'idéologie unique, en ce sens qu'on voit la même idéologie aujourd'hui au Figaro et au Nouvel Observateur, à TF1 et à France 2, à Canal+, ou à France 24. Donc on est bien dans un domaine qui n'est plus celui de l'idéologie dominante, mais de l'idéologie unique. Et paradoxalement, c'est Jean-François Kahn qui parle de pensée unique.
pour la dénoncer lui aussi. Oui, ça c'est peut-être une ruse du diable, mais enfin, bon. Bon, alors, on va pas faire tout le débat sur l'idéologie dominante. En tout cas, vous venez d'organiser ce qui n'a pas été repris dans les médias. Ce sera l'année prochaine, chaque chose en son temps. Oui, j'en suis sûr. Vous pensez? Alors, les Bobards d'or, donc cette cérémonie qui attribue des... comment vous la présenteriez? Bah, écoutez, c'est une cérémonie un petit peu sur le modèle des Césars ou des Oscars, qui consiste à distinguer ceux que nous considérons comme les meilleurs journalistes du système dominant, c'est-à-dire ceux qui n'hésitent pas à recourir aux mensonges et aux mensonges massifs pour imposer l'idéologie dominante ou les idées qu'il faut faire passer à un moment donné. C'est-à-dire c'est le mensonge utilisé comme instrument. C'est pas le mensonge par accident. Le mensonge, c'est pas l'erreur, c'est le mensonge utilisé pour imposer justement le point de vue dominant. Et donc nous avons distingué, il y avait beaucoup de candidats, mais nous avons distingué un certain nombre de journalistes à qui nous avons décerné ces Bobards d'or après un vote de la... Bah, écoutez, des exemples, oui, je vais citer deux exemples. Par exemple, sur France 2, nous avons nommé M. Pujadas, qui avait présenté des images venues du Nicaragua comme des images de répression d'une manifestation en Iran, ce qui est évidemment un mensonge tout à fait manifeste. Nous avons aussi distingué... C'est pas une erreur pour vous? Ça peut pas être une erreur simplement? Non, je crois pas, parce que franchement, le type iranien et le type nicaraguayen, il y a quand même une différence relativement sérieuse. Et d'autant plus qu'il avait présenté les choses de manière comme un reportage particulièrement grave. Et il avait même dit qu'il faut retirer les enfants parce que les images sont très dures. Non, je crois pas. C'était dans le contexte de l'époque, ça venait assez bien. Que France 2 est contre l'Iran ou... Bah, oui, enfin, absolument, oui, comme le gouvernement français et comme un certain nombre de gouvernements occidentaux d'ailleurs. Le problème, c'est que ça ne légitime pas le mensonge. Voilà. Nous avons aussi distingué M. Durand-Soufflant, qui est le président de l'association de la presse judiciaire, pour un article du Figaro concernant les meurtriers de Jean-Claude Urvoas. Jean-Claude Urvoas est cet homme qui avait été tué en 2005 alors qu'il photographiait des lampadaires. Et à l'occasion de son procès, M. Durand-Soufflant avait dit « mais c'est tout à fait scandaleux, cette affaire a été utilisée par l'extrême droite, par les racistes contre l'immigration, alors que 3 des 4 meurtriers sont d'origine européenne. » Les 3 des 4 meurtriers en question sont d'ailleurs toujours un métis de Congolais, un Antillais et un Maghrébin né à Besançon ou Pontarlier, ce qui est tout de même une définition un peu spécieuse de l'origine européenne. Mais enfin, il faut s'attendre à tout, puisque j'ai vu samedi dernier que France 24 présentait Anelka comme d'origine versaillaise. Il faut dire d'ailleurs qu'il a le vocabulaire tout à fait classique des Versaillais, semble-t-il. Donc dans ce domaine, le mensonge et le bobard est de règles communes. Alors, je vous ai entendu dire, à propos des bobardeurs, justement, que vous aviez gagné une bataille médiatique et que plus largement, les idées que vous défendez, celles de votre camp, avaient gagné. Bon. Je ne sais pas si j'ai dit ça, je crois qu'il y a un instrument nouveau que vous utilisez d'ailleurs à Enquête et Débat, qui est Internet, et qui permet de contourner le système médiatique. C'est-à-dire qu'il est permis d'exister aujourd'hui en dehors du système médiatique dominant, et ça c'est quelque chose de tout à fait déterminant. La bataille n'est pas gagnée, mais il y a aujourd'hui des moyens qui permettent de contourner le système médiatique dominant, et ça c'est extrêmement positif. Alors je vais formuler différemment ma question. Pour cette cérémonie précise des Bobards d'or, vous avez parlé de succès. Je crois Oui, je crois, oui, tout à fait, oui. Or, le simple fait qu'aucun média n'en ait parlé... Mais nous n'avons pas... Nous avons cherché à contourner les médias.
Donc moi, je veux prouver que je peux me passer les médias dominants. Je n'ai pas cherché à en parler, j'ai même hésité, j'ai eu quelques secondes, 20 secondes je crois, sur Canal+, mais j'ai hésité à les accepter. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas... peut-être que l'année prochaine, nous titillerons un peu plus les médias sur ce sujet, mais ce n'était pas du tout l'objet cette année, mais pas du tout. Très bien. Alors, élargissons un peu la question. Est-ce que vous considérez que votre camp, je ne sais pas si on peut les appeler nationalistes, extrême droite, à mon avis, ça ne vous plaît pas? Non, je ne me suis jamais dit d'extrême droite. Droite nationale, plutôt? Moi, je suis dans le camp national, je suis dans le camp identitaire, voilà, dans le camp populiste. Voilà, les trois mots que je reprends à mon compte, c'est identitaire, national, populiste. Voilà les trois mots que je reprends à mon compte. Alors, mais sûrement pas le mot extrême droite, car je me sens absolument en rien extrémiste. Voilà. Même si l'extrême gauche... Sauf que je suis soucieux de la rigueur. Et qu'au fond, quand une idée dominante me paraît fausse, je n'hésite pas à la dénoncer, mais ça me semble-t-il, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est de la rigueur, ce qui n'est pas la même chose. Très bien. Alors, pour élargir donc cette question par rapport à votre camp ces 30 dernières années, parce que c'est intéressant maintenant d'avoir le recul de 30 ans quand même de militantisme, d'efforts. Qu'est-ce qu'on constate sinon l'échec? C'est-à-dire que pour moi, le système est verrouillé au niveau médiatique, c'est-à-dire tout nationaliste est traité de pétainiste aujourd'hui, ou d'extrême droite justement, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de citer. Est-ce que vraiment la stratégie a été la bonne? Et deuxième partie de ma question, est-ce qu'il ne faut pas en changer? Alors, le véritable problème, c'est que depuis 30 ans, les libertés ont complètement régressé en France. Les libertés d'expression ont complètement régressé en France. On sera d'accord là-dessus. Et pas forcément parce que la stratégie n'était pas la bonne. Je vais vous donner un exemple, et qui n'est pas directement dans le domaine politique, qui est dans le domaine de la presse et des médias. Il y a 30 ans a été créé un journal qui s'appelait le Figaro Magazine, qui avait une ligne extrêmement claire, qui avait un grand intérêt intellectuel à l'époque, avec sous la direction de Louis Pauwels, avec des gens comme Alain Benoît et d'autres. Ce journal avait une grande tenue, un grand intérêt et beaucoup de lecteurs, jusqu'à 1 million de lecteurs. 1,5 million. Et même peut-être davantage. Ce journal a été normalisé au sens soviétique, normalisé à la demande d'un certain nombre de groupes publicitaires, parce qu'on s'estimait que à la fois son niveau intellectuel n'était peut-être pas propice à la démarche d'achat, ou que son orientation n'était pas conforme à l'idéologie dominante. Donc, ce journal a été tué, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais justement parce qu'il était trop bon. Et ça, c'est une régression tout à fait importante de la liberté d'expression. Vous diriez la même chose de Minute? Je veux dire, Minute, c'est un peu moins clair. Ceci étant, Minute a sorti beaucoup de nouveautés, et pas de choses qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et donc c'était, c'est vrai, un bon journal. Du sang contaminé, par exemple? Du sang contaminé ou beaucoup d'autres affaires, y compris la fille de François Mitterrand, bon voilà, et d'autres encore. Parce qu'aujourd'hui, il a été aussi, non pas tué, mais en tout cas fortement affaibli. J'ai pas une opinion complètement établie sur les raisons de cette affaire, mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu depuis 30 ans une régression considérable de la liberté d'expression, dans le domaine médiatique, je l'ai cité, dans le domaine politique aussi, puisque vous avez de plus en plus de poursuites pour délit d'opinion, notamment au titre de la loi Pleven-Guesso. Et je dois dire que les premiers à avoir été poursuivis au titre de cette loi, c'était effectivement les élus et les gens du Front National, mais aujourd'hui ça concerne absolument tout le monde. Et vous avez récemment un maire UMP qui a été déchu de ses droits civiques pour 5 ans au titre de cette loi-là. Vous avez eu M. Van Est, député UMP, qui a été condamné. Et donc vous avez une régression de la liberté d'expression, parce que quand vous condamnez un élu pour ce qu'il dit, il est évident que vous tapez au cœur de la démocratie, puisque si l'élu ne peut plus dire ce qu'il pense, l'électeur ne peut plus choisir entre les différents élus. Donc nous avons eu au cours des 30 dernières années une régression considérable de la liberté d'expression. La seule bonne nouvelle, vous savez, dans ce domaine, en 30 ans, il y a eu une bonne nouvelle, et une seule, enfin de mon point de vue, c'est l'arrivée d'Internet, puisque Internet redistribue les cartes,
Et vous avez maintenant des sites qui ont quand même des audiences tout à fait importantes. Je pense par exemple à François Dessouche, qui a 80 000 visites par jour, Tout à fait. Alors, ce qui est évidemment important, et une multitude d'autres sites ouais. qui évidemment contribuent à rouvrir le débat et faire que de plus en plus on pourra se passer des journaux, et même les journaux en ligne, les journaux officiels, je l'ai dit, en ligne. Eh bien, si vous allez dans la rubrique commentaires, vous trouvez là des informations souvent plus intéressantes que l'article qu'il commente. Tout à fait. Alors, justement, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je vais vous poser la dernière question, mais elle est liée à la précédente. Et vous parliez justement de la partie politique de cette liberté d'expression qui se restreint. Est-ce que votre camp, parce que moi ce que je considère comme être votre camp... les identitaires, les nationaux, voilà. les populistes, voilà, si vous voulez, oui. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils ne sont pas aussi responsables du verrouillage de la liberté d'expression? Et je finis ma question en ajoutant que maintenant on sait, c'est de sources sûres, de notoriété publique, que le PS, enfin Mitterrand, a instrumentalisé Jean-Marie Le Pen et le Front National. Mazarine Pinjot l'a encore déclaré récemment sur un plateau télé, donc il n'y a même plus de secret. Comment est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous sentez idiot utile dans cette histoire? Vous savez, en politique, tout le monde instrumentalise tout le monde. Ouais. Par conséquent, il est possible, évidemment, dans certaines circonstances, il est possible que le Front National ait été instrumentalisé par la gauche, comme il est possible que dans d'autres circonstances, il soit instrumentalisé par d'autres, comme il est possible que dans d'autres circonstances encore, ce soit lui qui en instrumentalise d'autres. Je crois que ça, le jeu de la politique est un jeu forcément d'instrumentalisation. Au demeurant, quand on dit cela, on fait allusion à quoi? On fait allusion au fait qu'à un moment donné, moi je vais vous faire une confidence personnelle. Voilà. Je vais vous faire une confidence ça restera personnelle. Entre nous, évidemment. Bien, ben, ça restera entre nous, tout à fait. En 97-98, j'étais candidat pour le compte du Front National comme chef de file en Île-de-France. J'ai eu droit sur France 3 Île-de-France à peut-être 3% ou 5% de temps d'antenne dans le cadre de la campagne électorale. 3 à 5%. Alors on peut dire, il a été instrumentalisé par la gauche puisque ça pouvait servir M. Vision de la droite, oui. Monsieur Huchot. La vision de la droite, c'est la droite ne veut pas limiter de toute façon. Sauf que 3 à 5%, c'était beaucoup moins que les 15% auxquels le simple jeu de la représentativité électorale me donnait droit. C'est-à-dire qu'en fait d'instrumentalisation, oui, là je parle de mon cas, je ne juge pas celui de M. Le Pen, en fait d'instrumentalisation, j'ai eu droit au tiers ou au cinquième de ce que la simple application des règles démocratiques aurait permis. Très bien. Voilà. Merci pour cette confidence, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. C'était donc le quart d'heure de célébrité de Jean-Yves Le Gallou. Et donc je vous dis à bientôt et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.